comment on fait pour empêcher un État de devenir une tyrannie? Comment s'assurer que le pouvoir ne devienne pas complètement oppressif? C'est la question fondamentale à laquelle des siècles de pensée politique ont essayé de répondre. Et il y a une idée, plus que toutes les autres, qui a vraiment changé la donne. Cette idée, c'est la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble aux origines de ce concept, une idée carrément révolutionnaire, née de conflits parfois sanglants, et qui est devenue le pilier de nos démocraties modernes. Alors, juste avant de plonger au cœur de l'histoire, si ce genre de décryptage du droit constitutionnel t'intéresse, pense bien à aimer la vidéo et à t'abonner à Juristude. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Ok, tout commence avec un problème bien réel, la monarchie absolue. Il faut bien comprendre que la théorie de la séparation des pouvoirs, elle n'est pas née dans un bureau de philosophe. Non, c'est une arme intellectuelle qui a été forgée au XVIIe et XVIIIe siècle pour combattre cet ennemi. Un système où un seul roi concentrait absolument tous les pouvoirs. Alors, de quoi on parle concrètement? La séparation des pouvoirs, c'est avant tout une technique, une sorte de méthode inscrite noir sur blanc dans la Constitution. Et elle a un double objectif, très clair. D'abord, éviter la tyrannie, le despotisme, et ensuite garantir la liberté de chacun d'entre nous. C'est vraiment le fondement de ce qu'on appelle une théorie libérale. Et pour trouver l'origine de cette solution, il faut qu'on traverse la Manche. C'est en Angleterre que tout a commencé à germer. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'idée n'est pas sortie de la tête d'un penseur, mais qu'elle est le résultat de siècles de luttes politiques très, très concrètes. Et là, ce tableau, il est génial pour comprendre. Regardez bien les alliances politiques. En Grande-Bretagne, la noblesse et la bourgeoisie se sont mises ensemble contre le roi pour limiter son pouvoir. En France, c'est tout l'inverse. La bourgeoisie s'est alliée avec le roi pour affaiblir les nobles. Forcément, les résultats sont radicalement opposés. D'un côté, un roi affaibli en Angleterre, de l'autre, un roi tout-puissant en France. Et cette lutte anglaise, elle s'est pas faite en un jour, Ça a pris des centaines d'années. Ça commence dès 1215 avec la fameuse Grande Charte qui impose déjà au roi une règle simple, pas d'impôt sans notre accord. Puis, tout s'accélère brutalement, une guerre civile, et en 1649, le choc. Un roi est décapité. C'était juste impensable à l'époque. Et finalement, la glorieuse révolution de 1688 et le Bill of Rights de 1689 viennent planter le dernier clou dans le cercueil de l'absolutisme anglais. C'est la victoire du Parlement. Donc le point à retenir, c'est celui-là. À la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, le pouvoir n'est plus concentré. Il est partagé, il est limité, il est disputé entre un Parlement qui monte en puissance et un roi qui a dû céder du terrain. Et c'est sur cette réalité politique très concrète que la théorie va pouvoir se construire. Bon, voilà pour la naissance un peu pratique du concept en Angleterre. Je sais que c'est dense. Alors surtout, si tu as des questions sur cette période ou même une idée pour un prochain sujet, n'hésite pas à le dire en commentaire. Maintenant que le décor historique est planté, on peut passer à la théorie. On va voir comment cette expérience anglaise a été transformée en une doctrine universelle par deux penseurs absolument géants, Locke et Montesquieu. Ce sont eux qui vont mettre des mots et une structure sur ce qui n'était jusque-là qu'une pratique politique. Le premier de cordée, c'est l'anglais John Locke. Son but, il est très clair et très politique. Il écrit en 1690, juste après la Glorieuse Révolution, pour la justifier et pour être sûr qu'on ne revienne jamais en arrière à l'absolutisme. Il veut fonder une monarchie qui soit constitutionnelle, basée sur un contrat. Locke, c'est le premier à vraiment distinguer trois pouvoirs. D'abord, le pouvoir législatif, celui de faire les lois, qu'il voit comme le pouvoir suprême. Ensuite, le pouvoir exécutif pour appliquer ces lois. Et enfin, petite originalité, le pouvoir fédératif pour tout ce qui est diplomatie et relations internationales. Mais attention, notez bien un truc. À ce stade, le pouvoir judiciaire n'est pas encore vu comme une branche à part entière. Et puis, un demi-siècle plus tard, arrive notre Français, Montesquieu. Et c'est là qu'est toute l'ironie. Il observe le modèle anglais avec une admiration immense, justement pour pouvoir critiquer la monarchie absolue française. Il va reprendre l'idée de Locke, mais il va l'affiner, la perfectionner, et surtout, il va la rendre célèbre dans le monde entier grâce à son chef-d'œuvre, L'Esprit des lois. Et cette citation, elle résume absolument tout. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute la théorie. L'idée, ce n'est pas juste de séparer pour séparer, non, c'est de créer un système où les pouvoirs se contrôlent, se freinent les uns les autres. C'est le fameux principe des checks and balances, des poids et des contrepoids. Montesquieu, il reprend la distinction en trois, mais avec une différence qui va tout changer. À côté de la puissance législative et de la puissance exécutrice, il isole ce qu'il appelle la puissance de juger. C'est lui qui identifie le pouvoir judiciaire comme le troisième pilier essentiel et autonome pour garantir la liberté des citoyens
face à la puissance de l'État. Alors attention, il y a une nuance super importante à comprendre. Montesquieu, il ne veut pas d'une séparation stricte, avec des murs étanches entre les pouvoirs, pas du tout. Au contraire, il parle d'équilibre. Les pouvoirs doivent collaborer, aller de concert, comme il dit. Chaque pouvoir doit pouvoir agir, c'est la faculté de statuer, mais aussi pouvoir bloquer les autres. C'est la faculté d'empêcher. C'est cette interaction permanente qui crée l'équilibre et qui protège notre liberté. Alors, quel est l'héritage de cette grande idée ? Eh bien, son impact est tout simplement colossal. Elle va devenir la pierre angulaire, le fondement de toutes les constitutions modernes qui cherchent à garantir les libertés. Et la preuve la plus éclatante, elle est là, dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est radical. Pour les révolutionnaires français, si dans une société, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, alors cette société n'a tout simplement pas de constitution. Le concept devient la condition sine qua non de l'état de droit. Du coup, l'idée de Montesquieu, qui était nuancée, va parfois être interprétée de manière un peu plus rigide et se transformer en véritable dogme constitutionnel. On la retrouve au cœur de la Constitution américaine de 1787 et bien sûr de la toute première Constitution française de 1791. Et ça nous amène à une question finale pour réfléchir un peu. Plus de 250 ans après Montesquieu, est-ce que cette séparation des pouvoirs est un acquis tranquille, une simple théorie dans les manuels de droit, ou est-ce que l'équilibre entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire reste, aujourd'hui encore, un combat de tous les instants ? Voilà pour ce voyage aux origines de la séparation des pouvoirs. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le droit, laisse un petit like, abonne-toi à la chaîne Juristude et surtout partage cette vidéo à tes camarades. Merci et à très bientôt.